Le secteur de la pêche occupe une place centrale dans la vie économique et sociale du Sénégal. Pour le président Macky Sall, cela doit être consolidé. Ainsi, il a demandé au gouvernement de procéder au recensement effectif des navires de la flotte industrielle, à l'immatriculation intégrale et à la sécurité des pirogues de la pêche artisanale. La présidente de la commission transport de l'Assemblée nationale se félicite de l'état d'avancement des travaux de l'autoroute Ila-Touba et de l'axe AIBD Thiès-Mbour. Fatou Seck Ndiaye et ses collègues se disent rassurés par la date fixée pour la livraison de l'infrastructure 2018 et non 2019 comme initialement prévu. La commission transport de l'Assemblée nationale, en collaboration avec l'AGEROUTE, a effectué une visite de chantier qui a mené de l'échangeur de Tchombor dans le département de Mbour jusqu'à celui de Toubatoul. Codé Ndiaye a pris part à la visite. Les travaux de l'autoroute Ila-Touba avancent à pas de géant. C'est du moins le sentiment de la présidente de la commission transport de l'Assemblée nationale. Un constat fait après une visite effectuée d'abord sur l'axe AIBD Thiès-Mbour, l'échangeur de Tchombor dans le département de Mbour. Première étape de la visite. C'est une seule échangeur qui permet non seulement de relier les trois pôles urbains que sont Dakar, Mbour et Thiès. Également, l'échangeur va permettre la desserte de l'aéroport vers Thiès et vers Mbour et vers la zone centre du pays. Après cette étape, la délégation parlementaire fait cap sur la zone de Grand Déblai du tronçon AIBD Thiès, puis à Kermondiaï dans le département de Thiès avant d'atterrir sur Toubatoul. Ici, la députée affiche un satisfait et se félicite du délai de livraison de l'autoroute Ila-Touba. Je peux dire que je suis agréablement surprise parce que je n'ai jamais imaginé que l'état d'avancement de Ila-Touba et des chantiers était à ce niveau. Et je crois que vous imaginez la satisfaction de tous les députés qui sont avec moi. Même pour les délais, on est en avance parce que normalement, l'autoroute devait être livrée en 2019 et j'ai l'impression qu'ils ont en avance d'1 an, ce qui fait que l'autoroute pourra être finie en 2018. Toutes les terres expropriées dans le département de Thiès ont fait l'objet d'indemnisation, affirme un des conseils municipaux de la commune de Fandène. te wax dëgg yàlla tool yi fekkoon nañu ko jaay jamono ak garab yi nekk mënuñu fa am 3 millions. La présidente de la commission transport de l'Assemblée nationale a été accompagnée par une forte délégation dont le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar. Cette autoroute, c'est en milieu d'autoroute, en pleine vitesse qu'on vous arrête pour vous demander de payer. Cette fois-ci, je crois qu'il faut qu'on paye par la sortie. Et c'est ce qu'a retenu l'AGEROUTE, notamment avec son directeur, par rapport à la gestion de l'autoroute Ila-Touba. Donc, je pense qu'il faudrait qu'on baisse davantage. Maintenant, pour ce qui est de cette autoroute-là, qui est construite avec l'argent du Sénégal, la baisse doit encore beaucoup plus être conséquente. Une visite qui a pour objectif de constater de visu l'état d'avancement des travaux de l'autoroute Ila-Touba, une autoroute financée par l'État du Sénégal à hauteur de 416 milliards de francs CFA, dont la livraison est prévue en 2018 selon les experts. Kodinja et les ouvriers opérant sur l'autoroute Ila-Touba à hauteur de Toubatoul, très remontés contre leur employeur chinois. Ils dénoncent des conditions de travail inhumaines. À cela s'ajoutent des salaires dérisoires et le déficit de protection. Des doléances qui ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd. Le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar promet de s'activer pour un changement de donne, suivant respectivement les propos de leur porte-parole, Souleymane Dieng et l'honorable Moustapha Diakhaté au micro de notre reporter. De la misère la ñuy dund fii ak chinois yi te gisuñu fuñ ko jooyee ñu am lu ñu naqari torop di xëy di wàcc suñuy waa kër yaakaar ni dañuy liggéey ci. Nous vivons des situations difficiles avec les Chinois dans ce sentier, avec des salaires dérisoires. Même si vous faites un accident, on opère des ponctions sur votre salaire. Nos familles comptent sur nous, alors que nous ne percevons pas beaucoup d'argent ici. Faites-nous passer le message auprès du président de la République. nga waxal ñu ko président de la République. Il y a des personnes qui ont reçu 6 millions, alors que s'il s'agissait d'une vente, ils n'auraient pas 3 millions. C'est des préoccupations d'ordre salarial, des préoccupations liées à la sécurité, en somme des préoccupations liées à leurs conditions de travail. Et en tant que député de la République du Sénégal, en tant que citoyen de ce pays, je leur dis que je prends en charge leurs préoccupations et je les porterai là où il le faut.
L'annoncé en début d'édition, la justice sénégalaise est corrompue. Des propos de Doudou Wade, membre du comité directeur du PDS. Il réagit ainsi suite à la démission du magistrat Ibrahim Amadou Dème du Conseil supérieur de la magistrature. Selon le libéral, cette démission témoigne d'une justice qui a les liens et qui ne joue plus son rôle naturel. Toutefois, il interpelle le président du Conseil supérieur de la magistrature à prendre à bras le corps cette affaire. Doudou Wade est avec Pape Ousmane Cissé. Pour faire la campagne du référendum, on nous avait dit que la justice serait plus indépendante et que le Conseil de la supérieure de la magistrature va avoir une autre allure avec la proposition d'autres magistrats, ainsi de suite, ainsi de suite. Quel est le résultat aujourd'hui? Le résultat, c'est que depuis des années, nous avons un secteur de la justice dans une situation très compliquée, très difficile et très dégradée. Le problème de la corruption a gagné le secteur de la justice les années passées. Il y a eu une bagarre entre les magistrats et les avocats qui a failli prendre comme solution la rentrée des cours et tribunaux où le président s'est démarqué du côté des magistrats. Les magistrats ont pris la parole publique pour dire dans quelle situation était le secteur de la justice. Et aujourd'hui, nous avons assisté à des faits inédits. Un magistrat a été affecté en pleine audience du tribunal et par un SMS. Ça veut dire que notre justice est arrivée à un niveau où il faut s'arrêter. Et aujourd'hui, c'est un des membres du Conseil supérieur de la magistrature qui démissionne et qui donne les causes de sa démission pour dire qu'il manque d'indépendance dans les structures de la justice et principalement au Conseil supérieur de la magistrature présidé par le chef de l'État. Nous sommes à un niveau en dessous de zéro sur cette situation-là. L'ONG 3D ambitionne de rendre accessible et compréhensible l'information budgétaire à la population. Le programme dénommé Sunu Budget permettra d'assurer le suivi de l'exécution du budget de l'année en cours grâce à des mécanismes de contrôle qui seront mis en place par ces acteurs de la société civile. Un travail qui se fait en collaboration avec le ministère de la Bonne Gouvernance. Pape Ousmane Cissé nous en dit plus. Comment et par quels mécanismes permettent à toute la population sénégalaise d'accéder et de comprendre l'information budgétaire? Ces acteurs ont fini de trouver ce qu'ils considèrent comme étant la solution. Elle s'appelle Sunu Budget. Sunu Budget, c'est un programme qui promeut, pour l'essentiel, l'accès à l'information des citoyens, à l'information budgétaire. C'est un programme d'un financement de 2 millions de dollars sur 30 mois. Ce programme est une simplification du contenu du budget dont la compréhension n'est pas l'affaire de tous. Beaucoup d'activités de sensibilisation sont prévues un peu partout à l'intérieur du pays. C'est vrai, les budgets sont mis en ligne, mais qui parmi nous est entré dans le site du ministère des Finances pour voir le budget? Maintenant, ceux qui entrent, est-ce qu'ils comprennent le contenu du caractère ésotérique du budget? Nous travaillons à la simplification, à l'accessibilité de l'information budgétaire. Le suivi de l'exécution des programmes de politique publique est considéré comme l'un des principes de bonne gouvernance, une exigence également des citoyens que le gouvernement s'attelle à satisfaire au quotidien. Les actions de promotion sont de plusieurs ordres. La mise à disposition de l'information, sa bonne compréhension en font partie intégrante et lorsque ce cadre sera véritablement opérationnel, nous n'aurons plus ce genre de problème. Le rapport Sunu Budget de l'année dernière sera bientôt publié après amendement du chef de l'État Macky Sall. En attendant, les parlementaires et élus locaux sont également appelés à porter ce programme pour sa réussite. Le débat sur le pétrole et le gaz a été biaisé dès le départ, selon le directeur exécutif de l'ONG 3D. Moundiaye Cissé annonce la mise en place prochaine d'un programme destiné aux parlementaires pour davantage les outiller à mieux cerner ce secteur. Des universitaires seront mobilisés à cet effet. Nous l'écoutons. Le débat du pétrole et du gaz est posé, mais c'est un débat biaisé parce que les gens qui en parlent, c'est en général de façon très partisane selon leur sensibilité politique. L'État comme les acteurs de l'opposition. Nous avons pensé qu'il serait mieux aussi d'avoir une voix citoyenne sur ces questions. Une voix qui permet
de se prononcer de façon équidistante et neutre sur ces questions. C'est pourquoi nous sommes en train de commanditer des études sur le pétrole et le gaz pour que la vérité éclate sur ces questions et rien que la vérité. Tout le monde sait que le député, c'est comme un expert en tout. On lui demande de se prononcer sur tout alors qu'il n'est pas expert en tout. On a pensé que quand le député doit faire face au ministre qui est entouré que de conseillers, des experts, il faudrait au moins qu'il y ait le minimum de capacité. C'est pourquoi non seulement nous allons, dans la prochaine législature, accompagner les députés en termes de renforcement de capacité, mais nous allons également mettre à leur disposition des assistants parlementaires. La plupart des conflits liés aux fonciers et aux ressources naturelles en Afrique sont causés par le déplacement forcé de populations. C'est ce qui ressort du rapport de la structure TMP System et l'initiative des droits et ressources. Ce document révèle également que les entreprises et les investisseurs ne font pas assez d'efforts pour comprendre les revendications conflictuelles liées à ces terres. Un travail de Djibi Sartioni. 63% des litiges fonciers ont été déclenchés par le déplacement forcé des populations locales. C'est ce que révèle le rapport annuel sur l'état des droits et des ressources dans le monde. Cette analyse démontre les types de conflits existants et les différentes solutions proposées pour la reconnaissance des droits des communautés et les investissements. On a fait une étude qui montre que les conflits fonciers liés aux investissements deviennent de plus en plus nombreux. Et ces conflits se déroulent parce qu'il y a des questions qui sont liées aux compensations et aussi beaucoup plus au déplacement des populations. Parce que quand les investisseurs viennent, les populations sont déplacées. Et le plus souvent, les populations ne sont pas consultées à l'avance. Avec les nouvelles réformes entreprises, le Sénégal est devenu le premier pays choisi en Afrique pour se pencher sur les risques et conflits des litiges fonciers. Donc cette question est vraiment d'actualité au Sénégal et c'est la raison pour laquelle le Sénégal a été choisi comme pays pour pouvoir échanger sur les expériences des autres pays, mais aussi voir quelles leçons tirer pour le Sénégal qui est en train de mener son processus de réforme foncière, mais aussi qui est en train d'attirer des investisseurs pour son développement et sa croissance économique. De nouvelles études sur le lien entre les investissements fonciers et les conflits en Afrique ont été publiées. Cette rencontre internationale, première du genre en Afrique, a vu la participation des gouvernements et organisations de la société civile issus des pays d'Afrique ayant subi des réformes foncières. De la politique, la coordination des cadres républicains de Guédiawaye et les femmes de l'APR comptent investir Aliou Sall aux prochaines législatives. Ces deux entités du parti au pouvoir restent convaincues que le maire de Guédiawaye est le meilleur candidat pour diriger la tête de liste départementale. Pour plus de détails, suivons les propos d'Ababakar Kanté, coordonnateur de la CCR, et Néné Fatoumata Tall au micro d'Abdoulaye Wanyanga. Oui, vous savez, parce que nous voulons quand même des représentants du peuple au niveau de l'hémicycle, que ce soit des représentants dignes de son nom. Donc il faut effectivement qu'il y ait des représentants qui ont des compétences avérées. C'est la raison pour laquelle la même chose que nous voulons pour Aliou Sall en dégageant des critères, nous avons aussi dégagé des critères un peu qui similaires pour la femme qui doit accompagner Aliou Sall. Donc quand même, il faut qu'il y ait des femmes compétentes qui savent représenter dignement le peuple. Et c'est la raison pour laquelle on s'est dit, effectivement, il faut une femme qui répond à ces critères. À ce sujet, l'Assemblée générale a choisi sans hésitation le camarade Aliou Sall, coordonnateur départemental de l'APR et de la coalition Benno Bokk Yakaar, pour diriger la liste départementale lors des prochaines élections législatives du 30 juillet 2017. Confection de listes parallèles dans le département de Matam, la mouvance présidentielle confrontée à un problème de leader. Le coordonnateur de la rampe incarne la majorité et indexe Farba Ngom. Ce dernier est accusé de semer la zizanie au sein de la mouvance présidentielle. Les détails, Ibrahim Fall. À quelques mois des élections législatives, le problème de position poursuit son bonhomme de chemin. C'est le cas noté dans le département de Matam. La rencontre des acteurs et mouvements pour l'émergence invoque la défaite de la mouvance présidentielle si jamais le choix de la liste est porté sur. La région de Matam a sifflé la fin de la récréation parce que j'estime, en tout cas moi, Hamadidien, qu'il connaît très bien depuis 36 ans. Il sait que je ne serai jamais derrière Farba Ngom. Et je constate que Farba Ngom crée de la zizanie et de la diversion au sein de l'APR dans le département. Tous les problèmes qu'il y a dans l'APR, que ce soit dans la région de Matam, que ce soit dans les ministères et dans les directions,
c'est Farba Ngom qui est à la base. Farba Ngom ne fait pas l'unanimité à Matam. La victoire de la coalition Benno Bokk Yakaar repose sur le dos de la rampe qui peaufine des stratégies pour une victoire éclatante. C'est à partir des villages, des communes, des communautés, des départements que nous allons construire le recensement de ces inscrits à partir des cercles d'initiatives pour l'émergence locale, nos structures de base. La forme la plus achevée d'une volonté de consensus et d'être ensemble, c'est de créer des moyens, des voies démocratiques pour prendre des décisions. On ne peut plus parachuter n'importe qui au niveau des départements pour en faire des députés bidons. Il faudrait qu'on tire les leçons de la législature passée. Il y a des regrets et il ne faudrait pas que ce qui nous a amené à avoir cette législature, ce qui nous a amené à avoir des différends et dissensions lors des locales 2014, que cette façon d'investir cesse. Les élections législatives s'approchent. La bataille de position menée ça et là. Attention à la dispersion, avertit la rampe. Un mot de santé. Les premières journées sénégalo-marocaines de médecine générale pratique se tiendront les 17 et 18 février prochains. Une initiative de l'Ordre national des médecins du Sénégal. Le thème retenu pour ce rendez-vous, diabétologie, gastro-entérologie et hépatologie entre autres. Le but de renforcer l'expérience et la capacité des médecins sénégalais pour une formation médicale contenue. Vous avez certainement pu suivre l'élément de Abigail dans notre précédente édition. L'Ordre des médecins du Sénégal ne veut pas pour le moment s'appesantir sur la panne de l'appareil de radiothérapie de l'hôpital Le Dantec. Ses membres informent qu'une enquête est en cours. Une fois qu'ils détiendront les résultats, ils exprimeront leur position sur cette question. La réaction de Dr Diagne Sy Awa, vous l'avez également pu suivre dans l'édition en Wolof. Nous en venons à la page sport. L'US Gorée fera face au club guinéen du Oroya FC ce samedi pour la manche aller des préliminaires de la Ligue africaine des champions. Son président, maître Augustin Senghor, indique qu'il veut remporter la compétition. Il veut aussi que les joueurs se donnent afin de réussir cette échéance. Le président de la Fédération sénégalaise de football a fait face à la presse mercredi. C'était en présence de Papa Alassane Ndiaye. L'US Gorée, la légende bleue, fait son grand retour sur la scène continentale après 32 ans d'absence. En leur qualité de champion en titre de la Ligue 1 sénégalaise, les insulaires débutent ce samedi les phases préliminaires de la Champions League africaine au stade Demba Diop, où ils seront opposés au club guinéen du Oroya FC. Tout le monde a eu à nous annoncer déjà que notre sort était donc pratiquement scellé. Parce que simplement, les gens ont estimé que nous sommes tombés face à une équipe, en tout cas, je dirais pas difficile à battre. Devenue en très peu de temps une grosse écurie du football africain, grâce notamment à d'importants investissements consentis par son président Antonio Souaré, le Oroya FC ne fait pourtant pas pâlir de peur l'US Gorée, qui compte s'appuyer sur leur passé glorieux pour faire bonne figure et pourquoi pas se qualifier au second tour. Rencontrer Oroya nous permettra, nous autres, de jauger le rapport de force entre le football guinéen, en tout cas le club qui semble symboliser ce football guinéen-là, et le niveau du championnat sénégalais. Les Goréens ont d'ores et déjà bouclé un budget de 45 millions pour cette double confrontation en attendant d'éventuelles subventions de leurs sponsors et se disent fin prêts à faire face à l'adversaire guinéen. Contribution État pour ce qui concerne le transport aérien et certaines rubriques prises en charge ici, les défraiements des officiels de match et or aussi contribution de la fédération en termes de soutien financier comme en termes d'appui organisationnel. Mal en point en Ligue 1 cette saison, l'US Gorée compte sur sa campagne africaine pour se redonner un nouvel élan pour se maintenir en Ligue 1. Intérêt général, l'album à titre posthume du chanteur Ablaye Mbaye, Ahmed Baba Amdi, coproducteur de l'album, révèle que les recettes seront entièrement reversées à sa famille. Artiste, compositeur, tout était là pour lui rendre un vibrant hommage en se portant garant de tout faire pour perpétuer son œuvre afin d'aider sa famille. Artistes proches et amis du chanteur Ablaye Mbaye se sont engagés à réaliser ses derniers rêves, amener sa mère à la Mecque et lui construire une maison, nous dit notre stagiaire Fatoumata Ndiaye. La vie
n'est rien, c'est du moins ce que semble dire Feu Abdoulaye Mbaye dans son nouvel album intitulé Intérêt général, sorti à titre posthume. À travers des témoignages tristes, chanteurs, producteurs, tous étaient là pour montrer leur dévouement à perpétuer l'œuvre de cette grande figure de la musique sénégalaise. Ils se disent être prêts à tout pour aider sa famille. Avec cet album, il disait qu'il était temps que les politiques changent un peu d'approche, que le constat fait par la population soit vraiment que ces politiques s'activent pour leur intérêt et non pour l'intérêt juste des partis. Tout l'album va être versé à sa famille. C'est tous les gens engagés dans l'album qui ont dit devant moi, devant la famille, devant eux-mêmes, que lâchent tous leurs droits qu'ils ont. Son coproducteur affirme que Abdoulaye Mbaye tenait véritablement à cet album. Il s'est investi corps et âme pendant 4 ans afin qu'il puisse voir le jour. C'est une situation très dure, mais ils feront tout dans la mesure du possible pour que ces œuvres demeurent à jamais. Un jour, il est venu me voir, il m'a dit je veux un album sur le marché. Et tout naturellement, je lui ai dit il n'y a pas de problème, on peut faire ce qu'on appelle une coproduction. C'est trop triste. Parce qu'il tenait tellement à cet album, il n'arrêtait pas d'appeler, de venir. Ce chanteur pense que c'est une grande perte. Abdoulaye Mbaye était un artiste de renommée internationale. Son héritage restera dans les cœurs pour toujours. C'était même pas une question d'aide, quoi. C'était une question d'échange. Parce que là aussi, il m'apportait beaucoup dans mon spectacle. Il m'apportait beaucoup quand je devais poser mes voix en studio. Il venait, il m'aidait. Donc c'était pas que moi je l'aidais seulement, mais il me donnait lui aussi. Donc c'était un échange. Des chansons très tristes, comme si Abdoulaye Mbaye faisait ses adieux. C'est le constat fait dans son nouvel album Intérêt général. Malheureusement, l'homme propose et Dieu dispose. Son engagement continuera à illuminer le chemin de ses pères. Merci Fatoumata Touré, merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Merci également à l'équipe technique. Retrouvez dans un instant BBC Afrique. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illa ant. Allahu akbar. Alhamdulillah. Ken du njëkk nangu jël samba mbayaan xare ba ca cuucuur ku ca yóbbu buum tarka ca la leew samba mbayaan waaw Sénégal Doudou Ndiaye Mbengue samedi ci grand show 22h inshallah bu ko kenn tardé ak waa DTV. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de BBC Info. Voici le sommaire de ce soir. Le camp de Dadaab ne sera pas fermé. La haute cour de justice kenyane a annulé une décision du gouvernement. Alors que le président Jacob Zuma s'apprête à prononcer son discours annuel sur l'état de la nation, les détracteurs affirment que l'ANC est en crise. Les robots pourraient nous remplacer au travail d'ici 15 ans. Nous allons en parler dans ce journal.
le camp de Dadaab ne sera pas fermé. La haute cour de justice kenyane a déclaré aujourd'hui nul et non avenu la décision du gouvernement. Les juges ont estimé que Nairobi avait violé la convention de l'ONU en ordonnant le rapatriement des réfugiés somaliens dans leur pays. Le gouvernement pourrait interjeter appel. Le point, Olivier Weber. Des tentes à perte de vue, Dadaab au Kenya est le plus grand camp de réfugiés au monde. Ouvert en 1991, il héberge aujourd'hui quelques 260 000 Somaliens qui ont fui la violence islamiste dans leur pays et les sécheresses à répétition. Certains vivent à Dadaab depuis plus de 20 ans. L'an dernier, le gouvernement kényan avait ordonné sa fermeture et le rapatriement forcé de tous les réfugiés vers la Somalie. Motif, Dadaab serait un terreau de recrutement pour les islamistes somaliens Shebab, qui ont commis les attentats du Westgate et de Garissa au Kenya. Mais aujourd'hui, la haute cour kenyane a décidé que cette fermeture était discriminatoire et anticonstitutionnelle. La décision du gouvernement de rapatrier collectivement tous les réfugiés du camp de Dadaab contre leur volonté viole le principe de non-refoulement. L'annonce de la fermeture de Dadaab avait pris de court l'ONU et scandalisé les organisations de défense des droits de l'homme. La révocation du statut de réfugié s'apparentait à de la discrimination. Le rapatriement de tous les réfugiés somaliens vers la Somalie constituait une punition collective. Chez les réfugiés somaliens, terrifiés à l'idée d'être refoulés vers la Somalie, c'est le soulagement. Je suis fier car je pense que le Kenya est le seul pays en Afrique où vous pouvez vous adresser aux tribunaux pour contester une décision du gouvernement. Il y a un espace de liberté et le gouvernement respecte le droit. Mais le gouvernement kényan ne devrait pas en rester là. Il reste convaincu que Dadaab représente une menace pour la sécurité nationale et devrait faire appel dans les prochains jours. Et justement, dans le camp de Dadaab, les Somaliens qui y vivent ont laissé éclater leur joie à l'annonce de l'élection du nouveau président Mohamed Abdullahi Farmajo. L'ancien Premier ministre a été élu mercredi à l'issue d'un vote des parlementaires. Son élection marque la fin d'un processus électoral de plusieurs mois, maintes fois retardé, entaché d'accusations de manipulation. Le nouveau chef de l'État somalien a promis de lutter contre la corruption et les combattants islamistes Shebab. En Côte d'Ivoire, les négociations se poursuivent entre le gouvernement et les forces spéciales pour mettre fin à la mutinerie de ce corps d'élite. Le mouvement s'était déclenché mardi à Adiaké, à 90 km d'Abidjan. Le calme est désormais revenu dans la ville où les commerces et les écoles ont rouvert. Le gouvernement condamne les méthodes des mutins. Mais le gouvernement tient ici à dire quand même qu'il condamne et qu'il déplore ces formes violentes de revendication. Parce que dans tous les cas de figure, comme vous pouvez le voir là, cela se termine par des discussions. Cela se termine par des discussions autour d'une table. Donc l'idée, c'est quand il y a des choses qui ne vont pas, d'alerter et d'alerter de façon paisible la hiérarchie concernée, de façon à ce que le problème soit remonté. Le discours de Jacob Zuma à la nation, prononcé sous haute sécurité. Plus de 400 soldats ont été déployés devant le Parlement au Cap en Afrique du Sud. L'opposition évoque une violation de la Constitution et au sein même de l'ANC, le parti au pouvoir. Des voix s'élèvent contre la corruption et la mauvaise gouvernance. Le mécontentement grandit au sein de la population, comme par exemple à Port-Elizabeth. Le point, Emmanuel Coste. Un vent de déprime souffle sur Port-Elizabeth, une ville émoussée par la corruption et la mauvaise gouvernance, symbole du mal sud-africain. Les habitants appellent ce quartier la vallée des toilettes. Des milliers de familles devaient être logées ici. Les autorités ont construit les toilettes, mais pas les maisons. Il nous avait